AgFM. Et Fréquence Astro passe en mode été sur AgFM avec un programme qui s'annonce chargé pour ces mois de juillet et août et même historique avec cette éclipse de soleil qu'on pourra observer chez nous dans le Cotentin. Et comme tous les mois, je suis rejoint par Dominique Boust, le président du groupe astronomique de Querqueville. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors comme toujours en ce début de rendez-vous, on commence par les différentes phases de la Lune. Alors, au mois de juillet, la nouvelle lunaison, c'est-à-dire la nouvelle lune, se produit le 14 juillet. Donc, c'est à partir de cette date, mais idéalement à partir du 15 ou du 16, qu'on pourra commencer à rechercher le fin croissant lunaire au-dessus de l'horizon ouest. D'ailleurs, ce croissant lunaire, si on n'arrive pas à le repérer, on aura un phare pour nous l'indiquer. Il sera à gauche, c'est-à-dire à l'est de Vénus, le 17 juillet. Et puis, le premier quartier interviendra une semaine après, le 21 juillet. Il sera très bas sur l'horizon en début de soirée et manifestement, c'est pas la bonne période pour observer la Lune. D'ailleurs, la pleine Lune sera pas haute non plus vers le 29 juillet. Elle sera dans les brumes peut-être de l'horizon sud, très bas sur l'horizon. Alors, quelle planète peut-on observer dans le ciel nocturne de ce début d'été ? Alors, je crois qu'en ce moment, le choix est assez limité. Le choix est limité. Enfin, si on se limite à l'observation du soir, Jupiter a disparu maintenant dans les brumes crépusculaires. Il ne nous reste plus que Vénus, mais c'est une cible de choix. Elle est toujours présente sur l'horizon ouest, dès après le coucher du Soleil. C'est l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Elle apparaît donc largement avant les premières étoiles. Donc si vous voyez un astre brillant tout seul sur l'horizon ouest, c'est forcément la planète Vénus. À cette époque, on pourra essayer, avec une paire de jumelles, de commencer à percevoir sa phase. Ça sera vers mi-août, elle sera sous forme d'un dernier quartier. Et puis il y a d'autres planètes à surveiller, mais pour elle, alors, il faudra veiller un peu plus tard au mois d'août. Oui, un petit peu plus tard dans la soirée, mais surtout au mois d'août. Au mois de juillet, c'est encore un petit peu tôt, enfin du moins pour ceux qui veulent pas se coucher trop tard. C'est Saturne qui va reparaître à l'horizon est. Il faudra attendre vraiment le milieu de la nuit au mois d'août pour avoir l'occasion de découvrir peut-être pour la première fois ces anneaux dans une petite lunette ou un télescope. Et puis l'été, c'est aussi une saison idéale pour observer notre galaxie. Alors notre galaxie, en fait, on est dedans. Donc elle se présente sous une forme un peu particulière puisqu'on est dedans. On est dans cette grand disque d'étoiles qui en contient à peu près 200 milliards. Comme on est à l'intérieur de ce disque, on le voit par la tranche, mais de l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. Alors cette Voie lactée, elle parcourt le ciel depuis l'horizon sud, grosso modo, dans la région du Sagittaire. Là où elle est la plus brillante, c'est parce que c'est la direction du centre de notre galaxie. Et puis ensuite, elle parcourt le ciel en traversant successivement l'Aigle, le Cygne au plus haut dans le ciel, et puis elle se perd ensuite vers le nord. C'est un spectacle magnifique, à l'œil nu bien sûr, pourvu qu'on soit loin des sources de pollution lumineuse et qu'on choisisse une soirée sans lune, même si la lune sera pas bien gênante, elle sera vers le sud. Et c'est aussi un très beau spectacle où on peut se perdre avec une paire de jumelles. Et puis autre rendez-vous incontournable pour les fans d'astronomie au mois d'août, ce sont les fameuses Perséides. Oui, alors c'est un grand classique. Les Perséides, c'est comme ça qu'on appelle l'étoile filante qui entre dans l'atmosphère de la Terre. Dans la période du 12 août, en fait, on a des Perséides entre le 17 juillet et le 24 août, mais le maximum a lieu le 12 août. Cet essaim d'étoiles filantes, il est lié à une comète qui a passé près de la Terre à plusieurs reprises, qui a une très longue période, 135 ans. Elle est passée au plus près de la Terre en 1992, mais elle a laissé derrière elle des panaches de poussière. Et c'est ces panaches de poussière que chaque année, à la même époque, la Terre traverse et qui donne lieu à ces pluies d'étoiles filantes. On peut atteindre une petite centaine d'étoiles filantes par heure. Cette année, le maximum, le 12 août, aura lieu en période de nouvelle lune, de sorte que les conditions sont plutôt favorables pour un beau spectacle. Et là, il n'y a pas besoin d'instrument, il suffit d'un transat et puis de regarder le ciel avec patience en attendant le beau spectacle d'une étoile filante. On en vient au point d'orgue de cet été, l'éclipse de soleil donc du mercredi 12 août. On commence avec une explication technique. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement le 12 août ? Alors, déjà, c'est une éclipse de soleil. Ça signifie que le soleil va disparaître, en tout cas partiellement, s'agissant d'une observation depuis Cherbourg. Donc, ce 12 août, le soleil, la lune et la Terre seront parfaitement alignés. C'est-à-dire que, vu depuis la Terre, le disque du Soleil sera masqué presque complètement par celui de la Lune. C'est donc ce qu'on appelle une éclipse de Soleil. À Cherbourg, l'éclipse ne sera que partielle, c'est-à-dire que le Soleil ne disparaîtra pas complètement derrière la Lune. Au maximum, il va rester un tout petit croissant de Soleil, un petit peu comme les croissants de Lune qu'on observe après la nouvelle Lune. Et pour voir une éclipse totale, il faudrait aller jusqu'au nord de l'Espagne, zone la plus proche dans laquelle on pourra voir l'éclipse totale de Soleil.
Alors, pourquoi n'y a-t-il pas d'éclipse à chaque lunaison? Oui, on pourrait se demander pourquoi, à partir du moment où où la Lune tourne autour de la Terre, à peu près dans le même plan que la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi il n'y a pas d'éclipse à chaque fois? En fait, ce petit décalage de rien du tout, c'est-à-dire que l'orbite de la Lune est inclinée de 5 degrés sur l'orbite de la Terre autour du Soleil, fait que chaque mois, et le plus souvent, la Lune passe soit un petit peu au-dessus, soit un petit peu au-dessous du Soleil, de sorte qu'on n'a pas droit à une éclipse dans ces conditions. Comment expliquer aussi que la Lune masque exactement le disque du Soleil? Alors ça, c'est un phénomène complètement unique dans le système solaire. Sur n'importe quelle autre planète, on ne peut assister à ce genre de spectacle. C'est-à-dire le fait qu'un satellite de la planète masque exactement le disque du Soleil tel qu'il est vu depuis la planète en question. Soit le satellite est trop gros et on a une très grande éclipse qui va durer des heures, soit le satellite est trop petit et on voit un petit point noir qui se promène sur le disque du Soleil. Chez nous, c'est quasiment la même chose. Alors, l'explication est très simple. Évidemment, le Soleil est gigantesque par rapport à la Lune. Il est même 400 fois plus grand que la Lune, mais il est aussi 400 fois plus loin. De sorte que, vu depuis la Terre, ce qu'on appelle son diamètre apparent, l'angle qu'ils sous-tendent de tous les deux sur le ciel, est quasiment identique, à savoir 1/2 degré. Et la Lune, donc, occulte exactement le disque du Soleil. Alors, quelquefois, elle est un petit peu plus grosse, quelquefois, elle est un petit peu plus petite, ça dépend de sa distance, la distance relative de ces différents astres. Mais, grosso modo, les deux astres font 1/2 degré, de sorte que la superposition est parfaite. Alors, on l'a dit, dans le Nord-Cotentin, ce sera qu'une éclipse partielle, mais qu'est-ce qu'on pourra observer exactement? Alors, de façon très, très précise, je ne vais pas entrer dans les secondes, mais à 19h20, la Lune va commencer à manger le disque du Soleil. Donc, 19h20, c'est le début de l'éclipse partielle. À 20h16, oui, c'est déjà assez tard, l'éclipse sera à son maximum. Le Soleil sera alors éclipsé à 95%. Comme je le disais tout à l'heure, il restera un tout petit croissant de Soleil. À ce moment-là, le Soleil sera à 10 degrés. Donc, il va falloir faire attention de l'endroit où on se place. Il ne faudrait pas que le spectacle soit gâché au dernier moment par un arbre, un immeuble ou je ne sais quoi d'autre. Et peut-être malheureusement des brumes ou des nuages. Le phénomène prendra fin. Donc, la Lune aura complètement quitté le disque du Soleil à 21h10 à peu près. Comme le Soleil sera très bas sur l'horizon, il faut évidemment privilégier, avec un front de mer vers l'ouest, il n'y a pas de problème a priori, et puis à défaut, un point haut, à partir duquel on soit sûr d'avoir une bonne visibilité, un horizon bien dégagé vers l'ouest. Alors qu'est-ce qu'on va ressentir exactement? Alors bien que l'éclipse ne soit que partielle à Cherbourg, elle est quand même partielle mais très importante. La première chose dont on risque de se rendre compte, moyennant que la météo soit très belle évidemment, c'est une diminution de la lumière, de la luminosité ambiante. Et il est probable que on va aussi pouvoir constater une espèce de changement des contrastes naturels. Comme le Soleil, au lieu d'être éclairé dans la totalité de son disque, il va plus nous éclairer que par un tout petit croissant, on va pouvoir constater que les ombres portées par les objets sont beaucoup plus nettes. Et puis probablement aussi un abaissement des températures. Alors, c'est pas facile de prévoir exactement de quelle nature il sera. Ça dépendra du temps, si le ciel est bien dégagé. Et puis on est en fin de journée, donc en fin de journée, on sait bien que la température décroît. Et puis, on peut éventuellement tendre l'oreille et être attentif au comportement des animaux, des insectes, des oiseaux, qui pourront avoir un comportement un petit peu inhabituel par rapport à l'heure qu'il sera, même si à cette heure-là, normalement, les oiseaux et les insectes, pour certains d'entre eux du moins, vont se calmer. Alors, on va parler à présent santé publique, sécurité, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, comment peut-on suivre cette éclipse, donc sans prendre le moindre risque pour nos yeux? Bon, alors, il y a une chose qui est très simple. D'abord, le principe, c'est qu'on ne regarde jamais le soleil directement sans protection adéquate. Alors, pourquoi? C'est que, comme on peut l'imaginer, l'observation du soleil est extrêmement dangereuse pour les yeux. Il faut absolument respecter certaines règles de sécurité, parce que la détérioration de la rétine est indolore et irréversible. Donc surtout, même si vous n'avez pas l'impression d'être ébloui, n'insistez pas et protégez-vous les yeux. Typiquement, oubliez les verres fumés, les lunettes de soleil, le reflet sur l'autre, tout ça c'est pas bon. Il y a une seule façon de faire, c'est d'utiliser des moyens que je vais indiquer maintenant pour se protéger les yeux. Justement, alors quels sont ces différents dispositifs ? Il existe essentiellement 2 dispositifs qui sont complètement sûrs. Il y a des lunettes qu'on appelle Special Eclipse. Elles sont certifiées, et lisez bien la certification, ISO 12312-2 2015. Il faut absolument qu'elles soient revêtues de cette certification, c'est ce qui garantit leur qualité. Ces lunettes, elles sont faites pour utiliser devant les yeux et pas avec autre chose. Typiquement, pas avec une paire de jumelles et a fortiori pas avec un télescope. Donc, pas de bêtises là-dessus non plus. On les met devant les yeux et rien d'autre. Et puis, il y a le deuxième moyen de se protéger les yeux de façon très efficace, même si ce sont des produits qui se trouvent moins facilement maintenant dans les surfaces de bricolage.
c'est des verres de soudure grade 14. Vous savez, quand on fait la soudure à l'arc, on se protège avec un verre extrêmement sombre. Et ce verre, il a un grade qu'on appelle le grade 14. Il faut pas prendre du grade 13 ou du grade 12, c'est du grade 14, pas autre chose. Alors, est-ce qu'on peut aussi donner quelques astuces pour observer cette éclipse sans matériel ? Bien sûr, on peut tout simplement projeter l'image du soleil à travers n'importe quel petit trou. Ça peut être un trou qu'on fait dans une boîte de chaussures. On peut utiliser, par exemple, le feuillage des arbres. On verra que au moment du maximum de l'éclipse, les arbres, au lieu de projeter sur le sol des spots lumineux ronds, eh bien, ils vont projeter sur le sol des croissants de soleil. Ça peut être l'interstice dans un volet, ça peut être une passoire. Tous les petits trous fonctionnent et projetteront, moyennant qu'on soit à quelques distances, mettons 1 mètre, un joli croissant solaire sur n'importe quel écran, une feuille de papier typiquement. Et pour ceux qui sont équipés de lunettes et de télescopes ? Alors, il est clair que, là, on rentre plus dans le domaine des astronomes amateurs. Si vous n'êtes pas équipé d'un filtre homologué à placer devant le tube de l'instrument, c'est pas la peine de penser à utiliser la lunette ou le télescope. Il n'y a pas d'autre solution, sauf utiliser la lunette ou le télescope pour projeter l'image, mais c'est encore un petit peu plus compliqué. Notamment, j'attire l'attention sur le fait que certains instruments anciens, mais il y a même quelques dizaines d'années, étaient équipés de filtres solaires à placer sur l'oculaire, c'est-à-dire la lentille qu'on met près de l'œil. Ça, c'est absolument à proscrire parce que le filtre solaire va chauffer et éventuellement casser, envoyer des éclats de verre dans l'œil, etc. C'est une catastrophe, donc à ne pas utiliser. Donc, si vous avez une lunette ou un télescope, il faut absolument qu'il ait un filtre solaire homologué à placer devant le télescope ou devant la lunette. Donc ça, c'est pour l'éclipse solaire du 12 août. Alors, est-ce qu'au niveau du GAC, vous avez prévu quelque chose pour cette éclipse ? Eh bien, fort logiquement, je dirais, le GAC va rejoindre le site de l'Univers où il va participer à l'accueil des visiteurs pour leur faire suivre le phénomène dans les meilleures conditions, avec toutes les consignes de sécurité, avec tous les instruments qui permettent de voir ça dans les meilleures conditions. Et il y aura aussi des lunettes Eclipse qui seront à disposition sur le site. Et puis pour cet été, d'autres événements pour le GAC ? Alors, on a différents événements. Les 3 principaux, puisqu'on va mettre l'éclipse dedans tout de même. Le premier d'entre eux, ce sera le 7 août, c'est la nuit des étoiles. Il y aura pas mal de membres du GAC qui vont rejoindre le site de l'Univers à cette occasion, avec différents télescopes, différents instruments qui permettront d'observer le Soleil, la Lune. Et puis, à noter que une membre du GAC, qui s'appelle Carole Bruno, qui est docteur en géosciences, donnera une conférence intitulée « Ce que l'astronomie doit aux femmes ». Et nous aurons également une veillée aux étoiles pour ceux qui seront un peu plus bas dans notre département, le 21 août, à l'invitation de la Direction du patrimoine d'Amby. On sera sur le magnifique site de l'abbaye d'Amby pour une belle veillée aux étoiles. C'est un site magnifique. Et un grand merci donc Dominique Boust, président du groupe astronomique de Carqueville. On invite bien sûr nos auditeurs à vous suivre sur vos réseaux sociaux, mais aussi sur votre site internet www.gac-astro.fr. Je vous souhaite un très bel été à vous, bonnes vacances et puis surtout bonne éclipse. Bel été et belle éclipse à tous. Merci.